Bien, bonsoir. On se retrouve sur un nouvel épisode du Codes. Et comme à l'accoutumée, on va juste rentrer dans le vif du sujet. La première question, c'est comment vous protégez-vous ou comment se protéger du burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel? Le burn-out, comment s'en protéger? Généralement, le burn-out, quelqu'un va faire un burn-out lorsque mentalement il est épuisé. Pas d'épuisement professionnel. Ce n'est pas souvent qu'il s'agit d'une physique, d'un épuisement physique. Il s'agit plus d'un épuisement mental. On s'épuise de- d'activités qui, qui nous prennent en termes d'énergie et qui se répètent un peu trop longtemps. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que vous menez une activité que vous prend trop longtemps, forcément vous êtes épuisé. Et le tout dépend en fait de votre état émotionnel lorsque vous menez cette activité. L'idée est quoi? Deux personnes, même rythme, même planning, etc. Une personne va faire un burn-out, l'autre pas. Pourquoi? euh, Leur état émotionnel. La personne qui va faire un burn-out aura généralement une humeur, va être généralement déprimée. Ou, euh, je vais dire, mécontente, ou je vais dire, pas satisfaite de son activité. C'est-à-dire que, et éventuellement, ça peut même ne pas directement être lié à l'activité, mais des paramètres qui influencent l'activité qu'elle mène. Je m'explique. Une personne qui ne se sent pas épanouie dans son travail va s'orienter en fait vers ce genre de résultat. Une personne qui apprécie son travail, mais qui, pour des raisons financières, c'est-à-dire que son travail ne lui paye pas suffisamment pour qu'elle se retrouve, ok, pour qu'elle se sente à l'aise, c'est-à-dire du point de vue de ses charges. Donc du coup, elle a une paye, elle aime bien son travail, mais elle n'est pas payée suffisamment pour que ça paye lui l'aide à avoir une quiété du point de vue de ok, elle a géré ses charges donc mais elle est tranquille. Donc elle n'a pas un bon équilibre financier. Cela va se répercuter en fait sur l'appréciation que la personne porte sur son travail et éventuellement elle va commencer par déprécier ce qu'elle fait. Pas du simple fait du travail en lui-même, mais du fait que cela ne lui permet pas de combler, au fait, ses besoins les plus élémentaires. Et tenir un rythme, surtout, il y a un monsieur qui était dans un organisme international et donc cela suppose, c'est un poste qu'il a voulu, d'accord, et c'est une position qu'il a voulu et puis il était très bien payé. Mais il a décroché à un moment donné, il était tout le temps en deux avions et c'est juste le rythme qu'il n'a pas pu tenir. Son attente par rapport à la chose n'était pas pareille. Et dans sa position, il faut tenir compte du fait que, ok, le décalage horaire, etc. Et le fait de ne pas avoir, je ne vais pas dire une routine, mais un cycle régulier. C'est-à-dire de ne pas, le fait que ses habitudes ne tournent pas autour d'une routine bien particulière, autour d'habitudes bien construites. Et qu'à chaque fois, ça se déconstruit en fonction de ces différents engagements. Cela fait que, voilà, l'individu n'arrivait juste pas à suivre le rythme du fait que, en fait, il ne retrouvait aucune stabilité, en fait, dans cette dynamique. Aucune stabilité parce que généralement, tout individu va rechercher un état d'équilibre. Et l'état d'équilibre va être pour lui, même si, ok, je voyage à tel rythme, quand même, à telle fréquence, je me retrouve à avoir cette façon de vivre qui est, ok, je travaille, je me repose à tel moment, etc. Mais lorsque
tout le temps, il y a certains individus qui ne vont juste pas prendre sur eux de se retrouver à voyager à n'importe quel moment, tout le temps, sans avoir un rythme bien particulier. Bien sûr, ça peut constituer en soi un rythme, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Donc, éventuellement, l'un de ces trois éléments peut constituer des éléments qui vont amener l'individu à, à avoir un syndrome d'épuisement professionnel. Maintenant, comment on fait pour s'en protéger? Éventuellement, donc, trouver un travail qui vous satisfait du point de vue en termes d'appréciation, d'accord? Qui vous comble d'un point de vue financier. Et en trois, qui vous permet d'avoir, en fait, un style de vie équilibré en fonction de vous-même. C'est-à-dire, si vous avez, si vous privilégiez la vie en famille, donc, avoir des activités qui vous permettent d'avoir, en fait, votre créneau de temps en famille, ça permet d'avoir un équilibre dans tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que justement, en fait, l'autre truc, c'est que généralement, ce qui va créer ce qui va créer le truc là, comment on va dire, l'inconfort, ce qui va créer, en fait, ce déséquilibre sur le plan émotionnel, etc. Ça va être essentiellement lié au fait que l'individu se sent pas heureux, épanoui, du fait qu'il y a une ou deux choses qui manquent dans son truc, du fait qu'il y a une ou deux choses qui va manquer dans son quotidien, je vais dire, qui va manquer dans son quotidien. Et donc, ça dit que l'individu se retrouve insatisfait de certaines choses. Pour quelqu'un qui travaille tout le temps, le fait de ne pas avoir de vie sociale peut constituer en fait le déclencheur en fait, d'un burn-out. Et pour quelqu'un qui a tout cela, le fait de ne pas avoir une situation financière qui lui permet en fait voilà, de se sentir bien peut être le déclencheur. En fait, les déclencheurs peuvent être différents, mais c'est toujours une insuffisance par rapport euh, à la dynamique professionnelle de l'individu, à la dynamique de vie de l'individu, plus qu'à la profession en elle-même, en fait. Et rarement, c'est rarement le mésamour entre la profession et l'individu, la base du burn-out. C'est plus, au fait, des trucs autour qui ne sont pas alignés, au fait, qui vont associer du burn-out chez l'individu. Là. Comment gérer les conflits? Hmm. Comment gérer les conflits? Tout conflit naît, en fait, soit de divergence d'opposition ou de mal compréhension, d'incompréhension. Généralement, beaucoup de gens vont avoir des conflits parce qu'ils ne s'écoutent pas. Finalement, le conflit va être géré lorsque, ok, ils se rendent compte que, en fait, dans le fond, ils est en train de dire exactement la même chose, mais on l'exprimait totalement différent d'un autre point de vue, mais la finalité est la même, etc. Donc, en réalité, il n'y avait pas de conflit. Dans le cas où c'est des idées, d'accord, qui ne peuvent pas s'allier, des opinions vraiment différentes, il faut généralement trouver un common ground. C'est-à-dire, ok, nous avons des avis clairement différents sur la chose. Clairement, ce n'est pas juste qu'on ne s'entend pas. Clairement différents. Cependant, c'est quoi le dénominateur commun? Et l'idée, c'est de décortiquer l'opinion de chacun ou la position de chacun. Et pour voir, en fait, les éléments qui sont frais et que l'on peut retenir, que les deux parties peuvent retenir. C'est sur lesquels les deux peuvent s'accorder. Et procéder ainsi par rétention d'idées vraies et qui sont acceptables pour les deux parties. Et procéder par élimination pour les idées qui ne collent pas juste avec les deux parties. Et éventuellement, il s'agira de faire un compromis dans la façon de penser la chose, de penser la situation, de régler le conflit. Parce que quel que soit le conflit qu'il y a, pour qu'il soit géré, pour qu'il soit réglé, il faudrait que les deux parties, idéalement, lâchent prise sur quelque chose. C'est-à-dire chacun accepte de laisser couler quelque chose.
et on a un consensus autour d'une idée bien particulière. C'est-à-dire que euh, chaque, chacun il laissera un peu du sien et on prendra un peu de l'autre chez chacun en fait, pour gérer. Donc, et il faut de l'ouverture d'esprit. Il faut vouloir en fait que la situation évolue parce que beaucoup de personnes vont juste rester bloquées sur la situation. Ces personnes sont juste comme ça. Donc, l'idée c'est de trouver le moyen de les débloquer. Vouloir que la situation est bloquée parce que les gens vont se laisser plus absorber par le problème que par la recherche de solutions, par le conflit que par la recherche de... Ils vont perdre de vue au fait que l'objectif c'est d'avancer et que c'est pas... Le but du jeu ce n'est pas d'être en train de tirer cette histoire, mais d'atteindre tel objectif au fait. Donc, il faut vouloir faire évoluer la situation, être ouvert d'esprit pour pouvoir accepter les compromis. D'accord, ces deux éléments sont justes et vrais. Et voilà, trouver le moyen de se faire entendre par la personne en face. Parce que c'est pas toujours évident, parce que certaines personnes ne vont juste entendre que leur propre voix. Et c'est le genre de schéma à vouloir avoir raison à tout prix. Ce n'est généralement pas une bonne stratégie. Ce n'est presque jamais une bonne stratégie. Pour ne pas dire jamais. Et donc, l'idée claire, c'est de ne pas être cette personne-là. Pendant qu'il y a un conflit, trouver le moyen de faire fi de sa voix et d'écouter la personne en face. Et c'est la même façon, en fait, de tirer, en fait. Quelle que soit ce que la personne est en train de dire, il y a sûrement des choses qui sont frais dedans, qui sont prenables et qui peuvent contribuer à faire avancer la situation. Et quelque chose que je suis en train de dire, il y a des choses dedans qui n'aident pas à faire avancer la situation. Et quelque chose que nous sommes en train de dire, il y a des choses qui sont totalement inutiles à faire avancer la situation sur laquelle nous sommes en train de nous tirailler, encore une fois, de façon inutile. Et donc, faire la part des choses et mettre de côté ce qui dessert la situation pour pouvoir avancer, tout simplement. Bien. Comment demander de l'aide lorsque vous en avez besoin? Il n'y a que cette façon de le faire. Il faut demander de l'aide. Quand vous avez identifié la bonne personne à qui demander de l'aide, demandez juste de l'aide. Ça ne demande pas plus que ça. Il n'y a pas de formule bien particulière. Ça peut être aide-moi à faire ci ou bien fais-moi tel ou bien j'ai besoin de telle chose, etc. Est-ce que tu peux me faire ça? Et personnellement, il n'y a pas à tourner autour du pot. Vous avez besoin d'un service, si vous avez besoin de l'aide pour une chose, appelez à l'aide. Vous avez besoin d'un psy, appelez le psy, dites-lui, j'ai besoin d'aide. Vous avez besoin d'un médecin, appelez le médecin. Vous avez besoin d'aide. Votre voiture a un souci, vous appelez le mécano. Vous avez besoin d'aide. Bien sûr, à certains moments donnés, c'est des services que vous achetez. Le fait est que vous avez besoin d'aide. Ça peut être des choses plus basiques. Vous avez besoin qu'on vous prenne un objet d'un endroit à un endroit B. Appelez de l'aide. Ça reste pareil, nous le faisons tous les jours. C'est juste que nous n'appelons pas ça à demander de l'aide. Nous appelons ça à acheter un service ou acheter, voilà, etc. Mais c'est une aide que vous demandez. Et donc, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours et qu'il faut juste accepter. Et puis voilà, il s'agit pas d'en faire quelque chose de, comment l'appelle-t-on? Il n'y a pas de mystère autour. Il n'y a aucun mystère autour. Il n'y a rien de, voilà, autour. Vous êtes dans une situation bien particulière. Vous savez qui peut vous apporter de l'aide. Prenez votre téléphone, passez l'appel qu'il faut. Et la situation est résolue la plupart du temps. Et si c'est pas la bonne personne, passez à la personne suivante jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Bien. Comment donner et recevoir du soutien? Donner du soutien et en recevoir. Euh, Généralement, j'ai une façon d'avancer. Dans la façon d'avancer, c'est un peu inspiré en fait d'un verset biblique qui dit que lorsque ta main gauche fait un truc, que ta main droite ne soit pas informée. C'est-à-dire, euh, ma, ma, ma propre adaptation en fait de cette idée veut que
Lorsque je fais une chose, je la fais for the sake of doing it. Juste parce que c'est la chose à faire. Et pas parce que je m'attends à quelque chose. C'est-à-dire, je m'attends pas à un merci. Je m'attends pas à ce qu'on me le fasse en retour. Je le fais juste parce que dans le contexte, c'est la chose à faire et juste parce que voilà, c'est dans ma nature de le faire, point. Et la vie continue. Parce qu'il y a tellement pas d'attente que si je suis dans une situation, je m'attends pas à ce que telle personne en particulier me fasse telle chose parce que c'est juste pas dans les calculs. Je fais ce petit détour là pour venir à la question, pour répondre à la question. Et le sens, la place de ce détour, c'est quoi? Faut juste faire preuve de générosité vis-à-vis du monde. C'est-à-dire, quand l'on veut rendre service, il faut juste le rendre. Quand l'on veut apporter un soutien, il faut juste apporter le soutien et passer à autre chose. C'est-à-dire que dans ma réflexion, il n'y a pas de modèle où je, je réfléchis à comment recevoir du soutien. C'est pour ça que, à cette partie-là de la question, je n'aurai pas de réponse. C'est juste comment apporter du soutien. Et apporter du soutien, il faut juste faire preuve de générosité. C'est-à-dire, la façon de voir les choses, c'est quoi? Il y a une question de la Genèse que j'ai transformée en affirmation dans mon esprit. C'est la question que Caïn posait à Dieu lorsque Dieu lui demandait où était son frère Abel. Il demandait à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Et pour moi, c'est une affirmation. Je suis le gardien de mon frère. Qu'est-ce que cela suppose pour moi? Cela suppose une idée simple. J'ai une vision qui couvre en moyenne 180 degrés. C'est-à-dire que, quel que soit comment, la façon dont je vais évoluer, j'ai un angle mort énorme. D'accord? Et c'est pareil pour tous les humains. Certains oiseaux peuvent courir à pratiquement les 360 degrés. Leurs yeux sont en périphérie, sont sur le côté, donc ils peuvent couvrir de large zone. Les mouches, c'est pire, voilà, c'est bon. Mais nous humains, notre champ de vision est limité. Alors, qu'est-ce qui se passe? La façon dont je vois la chose, c'est quoi? Je considère que mon prochain, il est en face de moi. Et parce qu'il est en face de moi, il me regarde dans les yeux, il peut voir derrière moi. Et vice versa, je peux voir derrière lui. Et je suis le gardien de mon frère. Alors, il est de mon devoir de lui dire les choses qu'il ne voit peut-être pas, enfin qu'il ne voit sûrement pas. Parce que je sais que son champ de vision ne couvre pas son dos. Et c'est pareil en fait. Et je le fais pour lui comme j'aimerais qu'il le fasse pour moi. Pas comme je m'attends à ce qu'il le fasse pour moi. Mais c'est partant de moi, ce que c'est un peu comme tu dis, oh, j'aimerais tellement avoir telle chose, j'aimerais tellement que genre, le champ de vision que j'avais pas couvert, que l'on m'apporte ce genre d'informations. Mais je n'attends pas à ce qu'on me le fasse. Et je ne demande pas à ce qu'on me le fasse. Je le fais spontanément à la personne en face de moi parce que c'est ce que j'aurais kiffé que l'on me fasse. M'apporter cette information. Couvrir mes angles morts. Et ça fait la différence dans ma vie. Couvrir mes angles morts. Couvrir mes angles morts, c'est apporter toute l'information que je ne peux percevoir. Ça fait toute la différence dans ma vie. Et donc, c'est quelque chose que je fais, voilà, juste comme ça. Faut juste être généreux sur ces trucs-là. Apporter le soutien à quelqu'un. Euh, Ça ne demande pas de calcul. Et ça ne demande pas, ce n'est pas une question d'attente. Pour moi, ce n'est juste pas une question d'attente. Juste le faire parce que c'est à faire. La personne a besoin de cette information. Je remarque que la personne a besoin, je lui donne l'information et puis la vie continue. La vie continue. Donc, je ne saurais quoi répondre pour le fait de comment recevoir du soutien. Encore pour faire référence à la Bible, il y a le verset où on évoque que voilà, les oiseaux des cieux ne font rien, mais Dieu prend soin d'eux, etc. Les animaux ne font rien, Dieu prend soin d'eux. La plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Donc pour dire que voilà, Dieu prend soin des siens.
je laisse ça au soin de Dieu de veiller sur moi, et de mettre sur mon chemin les personnes suffisamment bienveillantes pour m'apporter leur soutien. Ça a toujours été le cas, c'est toujours le cas. Je rends grâce pour cela. Et encore une fois, j'ai jamais eu à y réfléchir ou à planifier ou à manipuler pour que cela soit le cas. Je rends grâce. Et ça n'aura même pas de sens. Mais de façon spontanée, encore une fois, de façon spontanée, de façon naturelle, si je peux apporter de l'aide jusqu'à ce que la personne me fasse comprendre que non, j'ai pas besoin de ton aide. Si je peux apporter de l'aide, j'apporte de l'aide. À certains moments donnés, je me suis retrouvé dans cette situation où euh, c'était par rapport à un individu, à un c'est un ami à moi. Au début, bon, c'était nos débuts, d'accord. Au début de notre relation d'amitié, il était dans cette situation bien particulière, donc je lui apportais des informations en rapport à sa situation. Et à un moment donné, je lui demandais en fait, s'il était satisfait des informations que je lui apportais, ça faisait une différence pour lui. Il me disait trop même. En fait, genre, c'était à sa façon à lui de me mettre une emphase sur le fait que bon, j'en faisais plus qu'il en fallait quoi en termes de d'aide à apporter à qui que ce soit quoi. Il a trouvé la façon de me le faire comprendre. Genre, genre ça, voilà quoi, tu en faisais en fait trop quoi, c'est bon. Donc voilà, il faut juste, je pense que trop de poissons ne gâtent pas la sauce. Donc il faut juste être généreux en fait de l'aide que l'on peut apporter aux gens autour de nous. Et sans arrière-pensée. C'est une façon plus, dans tous les cas, aussi plus saine d'avancer, d'accord? Plus saine d'avancer, et puis c'est tant mieux, quoi. Bien. Comment développer la confiance en soi? Euh, j'ai l'impression que j'ai abordé cette question-là une fois, mais on peut toujours y revenir d'une façon relativement sommaire. Euh, Comment développer la confiance en soi? Bon, naturellement, la développer, elle se construit. Elle se construira autour d'habitudes. Et une façon simple une habitude simple à construire, c'est de dire, c'est de faire ce que l'on dit. C'est-à-dire que je dis, je vais me lever à telle heure, de prendre juste cette simple affirmation et d'en faire une vérité. C'est pas en la répétant qu'elle devient une vérité, mais c'est en la mettant en application en fait, qu'elle devient une vérité. C'est-à-dire que dans ma position, si je dis n'importe quoi, je dis je vais me lever euh, tous les jours à 9 heures, je dis n'importe quoi. Alors tous les jours à 9 heures, pas après 9 heures, 9 heures je suis debout. Ou je dis tous les jours avant 9 heures je dois être debout. Plus tard à 9 heures. Tous les jours, quoi qu'il en soit, au plus tard à 9 heures je suis debout. Et cette habitude que je vais créer nouvelle, va renforcer dans mon esprit le fait que quand je dis quelque chose, je le réalise. Donc, je suis capable de réaliser les choses que j'ai dit. Et je réplique cette habitude à d'autres choses dans ma vie. Je suis le genre de personne à être toujours à leur rendez-vous. Tchac! Quel que soit le rendez-vous, je m'organise toujours pour y être 5 minutes au moins avant. Pour être assis à l'heure tapante. Et cela renforce en moi l'état d'esprit selon lequel, quand je décide quelque chose, ce n'est plus juste quand je dis quelque chose, je le fais, mais quand je décide quelque chose, je l'accomplis. Et progressivement se développe une personnalité sur laquelle on peut compter. Et parce que l'on peut compter sur soi, l'on peut se faire confiance pour réaliser des choses, pour réaliser différents objectifs dans notre vie. Parce que le succès engendre le succès. Ça ne dit pas les petits succès ni les grands succès. Ça dit juste le succès engendre le succès. Les habitudes de succès que l'on va développer, peu importe leur taille, vont renforcer en nous l'état d'esprit de générer encore plus de succès avec le temps
et dans les différentes sphères de l'existence. Et donc, éventuellement, la confiance que je développe à travers ces petites décisions que je prends, cette confiance dans le fait que je peux réaliser des choses, donc atteindre du succès à travers ces différentes réalisations, va renforcer en moi la confiance en moi à réaliser des choses qui vont être considérées plus grandes par certaines personnes. Et donc, ce petit exercice va être suffisant pour développer au fait de la confiance en soi. Il y a plusieurs façons d'y arriver, mais une façon bien pratique d'y arriver, c'est celle-là. J'évite d'être dans la théorie des choses parce que c'est utile à personne. Il faut que les choses que vous décidez de faire soient des choses actionnables, des choses pour lesquelles vous pouvez poser des actions et évaluer le résultat. Ça s'inscrit dans une certaine logique, dans une certaine dynamique, avec un résultat bien précis que vous pouvez évaluer aussi pour voir si, ok, si, avant le début de l'action et à la fin de l'action, si vous êtes devenu quelqu'un de différent. Pour ça, je vais souvent donner des exemples sur des choses super pratiques. Je vais souvent aller vers des choses bien pratiques plutôt que vers une théorie, la confiance, etc. On n'a pas le temps pour ça. On est en 2024. Soyons pratiques sur des choses aussi anodines que cela peut sembler, comme exercice proposé. Essayez et on en reparlera après en termes de résultats. Comment surmonter le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur. La première fois que j'ai entendu ce concept, c'était en 2020. J'étais en train de suivre, je suivais, comment on appelle ça? C'était une présentation de certains employés de Google. Et ils évoquaient le concept de syndrome de l'imposteur. C'était la première fois que j'entendais ça. Et ok, je me suis dit, ok, non, c'est donc ça. 2020-2021, je sais plus exactement entre les deux. Et l'idée est simple, c'est, voilà, comme ça, je ne vais juste pas rentrer dans la définition du syndrome de l'imposteur. Mais comment surmonter cela? Écoutez, comme on pourrait ne pas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, en fait, du syndrome de l'imposteur, ou ce qu'il faut comprendre et assimiler pour laisser couler, d'accord, ce truc, c'est que personne n'est vraiment un expert. C'est-à-dire, il y a toujours, il faut toujours se rappeler que, un, je ne veux pas dire qu'on a droit à l'erreur, mais qu'on a le droit de ne pas tout savoir. Et que tout le monde, il y a personne qui sait vraiment tout. C'est-à-dire, je ne veux pas parler d'indulgence, ce n'est pas du tout le mot approprié. Il ne faut juste pas garder ça. Barrer ça de votre esprit. Je ne veux pas parler de tolérance non plus. Mais il faut accepter l'idée selon laquelle vous n'aurez pas toujours toutes les réponses. Et que il y aura toujours quelqu'un qui en saura toujours plus que vous. Et il faut prendre conscience du fait que vous n'êtes plus si nouveau que ça. Et que la position dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire, supposons que c'est quelqu'un qui rentre dans une boîte, qui rentre dans le monde du travail. Il vient de rentrer pas dans le monde du travail. Et, à un moment donné, il aurait le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, voilà, etc. Mais, il peut justifier ça par le fait que, ok, il, il vient d'entrer, au fait, dans dans le monde professionnel. Mais au bout de 5 ans, 10 ans, ce n'est plus une raison. La raison n'est plus, le justificatif n'est plus valable. Parce que c'est un vétéran maintenant. Et donc, l'idée, c'est que, l'individu aurait, l'individu doit prendre conscience, au fait, de sa réalité présente et, éventuellement, par un travail rationnel, éliminer les raisons qui lui font penser ou qui lui font entretenir l'idée selon laquelle, voilà, qui le mettent dans le contexte du syndrome de l'imposteur, en fait.
Et à ce niveau-là, je dirais que cela va dépendre de la personne. C'est pour ça que j'ai évoqué, peut-être pour quelqu'un qui vient de commencer, c'est parce qu'il vient de commencer, mais pour une autre personne, ça peut être totalement une autre idée, parce qu'il estime peut-être qu'il n'est pas à la hauteur de telle tâche, etc. Donc, il estime. Ça peut être un problème de confiance en soi qui a amené l'individu à ce genre de position, en fait, ou croire, ou développer ce genre d'attitude, en fait. Et donc, ah, la personne va devoir identifier quel est le déclencheur à son niveau et travailler sur ce déclencheur-là. Certains vont être plus faciles à démonter que d'autres, mais voilà, c'est littéralement ce qu'il faudra faire. Bien. Comment célébrez-vous vos résultats? Comme je l'avais évoqué dans un podcast, dans un épisode précédent, je n'avais pas l'habitude de célébrer les différentes étapes d'un processus. Et pour dire vrai même, lorsque mon objectif est atteint, je ne prends pas, je ne prenais pas généralement le temps de célébrer. Parce que mon obsession devient le prochain objectif. Et dès qu'il a atteint, mon obsession devient le prochain objectif. Et pour dire vrai, je suis c'est pas une réflexion, mais je fais un travail sur moi pour identifier même, d'accord, des choses que je pourrais faire pour célébrer. Parce que, éventuellement, pour moi, c'est, bon, je me dis, ouais, j'ai réalisé telle chose, je vais aller, telle chose que quelqu'un d'autre dirait, ok, ouais, je m'offrirai une bière, par exemple, pour célébrer. Mais moi, je vois la bière, je me dis, la bière pour célébrer, la bière, pas que ce n'est pas suffisamment truc là pour célébrer, mais genre, bien sûr, je ne prends pas la bière, mais la façon dont je vois la chose, c'est, ok, quelqu'un prend la bière, très souvent, c'est pas pour célébrer. Maintenant, la bière, en quoi est-ce que c'est supposé? Je n'arrive pas à associer ça à la notion de célébration dans mon esprit. Par exemple, si je prends l'exemple de la bière. De la même façon, ça pourrait être autre chose. Quelqu'un va se dire, je vais sortir, je vais aller danser pour célébrer telle chose. Généralement, ça va tourner autour de loisirs, ce genre de truc. Il faudra que j'apprenne. Je suis dans la dynamique d'apprendre quand même à intégrer de petits plaisirs de l'existence dans ma dynamique de progression. Donc, je ne pourrais pas répondre. C'est la seule façon dont je pourrais répondre à la question. Je ne veux pas de réponse appropriée à la question. Parce que la question est de savoir comment célébrer, comment est-ce que je célèbre mes réussites. En règle générale, pour donner, je ne les célèbre pas. Donc, la réponse n'est pas appropriée, mais c'est ma réponse. Hein. Et disons que je suis dans la position d'apprendre à trouver à quoi est supposé ressembler une célébration pour moi. C'est plus ça que le fait de célébrer. À quoi c'est supposé ressembler une célébration pour moi. D'accord. Ça peut être l'équivalent de se récompenser, je sais pas. En ce moment, il faudrait que je définisse pour moi à quoi ressemblait une récompense pour moi. Et quels sont les différents types de récompenses qui me mettraient bien. Parce que ça n'est pas forcément d'aller boire ou aller manger, etc. Ça peut être s'offrir une voiture, s'offrir une montre, s'offrir, etc. Oui, si l'idée est là. Et donc, il faudrait que et donc, du coup, ça devient aussi l'idée pour quiconque qui écoute, d'identifier pour lui-même à quoi c'est supposé ressembler pour lui-même. Et de s'y tenir. Bien. Comment vous comparez-vous aux autres? Je ne me compare à personne. Pardon. Je me compare à personne. Je sais que c'est juste quelque chose que je ne sais pas faire. Je peux observer les gens, évaluer, ok, telle chose, telle chose, telle chose. Et, genre, mon, comment appelle-t-on? Mon unité de mesure n'est que moi. Personne d'autre en dehors de moi n'est mon unité de mesure. Cependant, je peux utiliser les autres comme source d'inspiration. C'est-à-dire, ah, telle personne a réalisé telle chose, ah, ça m'inspire à me défoncer encore plus. Parce que non, pas parce que je me compare à cette personne. Donc, il n'y a pas de
comparaison en termes de, ah, telle personne est plus que moi, moins que moi. Non, rien de tout ça. Les seuls cas où je peux être dans ce genre de semblant de dynamique, c'est sur le plan financier. Ok, telle personne a tel cap financier, mais ce n'est quasiment jamais en termes de comparaison. Genre, oui, non, par rapport à moi, donc ça me met telle chose, à tel truc là, non. Mais généralement, quand j'observe les gens en termes de perspective financière, ça me permet d'apprécier leur, leur vie. C'est-à-dire la qualité de vie qu'ils ont. Et c'est-à-dire que c'est le même exercice que je fais en fait chez des gens qui ont de grands accomplissements financiers. Je fais le même exercice chez des gens qui ont de petits accomplissements financiers. La dernière fois, j'étais au restaurant avec des amis à moi. Et la serveuse elle est passée, elle a pris le truc. C'était dans un hôtel. Et elle est passée. Donc quand elle partait, je la regardais, je me disais, ok, ce genre de travail, combien on te paye? C'est quoi le genre de vie? Alors, quel genre de vie quel genre de vie tu peux t'offrir avec ce genre de travail? C'est-à-dire avec le genre de paye que ça t'offre. Tu vois? Et on se faisait la réflexion. Et puis, par coïncidence, l'un de mes potes a évoqué, en fait, relativement le même sujet. Que voilà, ce genre de personne, comment il se débrouille, etc. C'est un monsieur qui est dans la finance, donc de lui, c'est pas trop surprenant. Et je lui dis que c'est exactement ce à quoi je pensais, en fait. Parce que, bon, voilà, c'est, donc, ma perspective, quand j'observe les gens, ce n'est pas pour comparer, mais j'évalue, en fait, ok, revenu, niveau social. C'est-à-dire, c'est quoi vraiment la perspective que cela offre à l'individu. Et c'est généralement ça. Mais au-delà de ça, non, je suis mon propre. Bien sûr, il y a des sources d'inspiration, des modèles de réussite, un certain nombre, dans le monde des affaires, par exemple. Pour moi, Stephen Schwarzman, c'est, voilà. Entre autres, bien entendu, une personne sur qui that I look up to, j'utilise comme source d'inspiration voilà, par rapport à mes différents objectifs. Comment vous acceptez-vous tel que vous êtes? Si je m'approprie la question. Comment je m'accepte tel que je suis? Pour dire vrai, ça aussi, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus l'on apprend à se connaître. Et je pense que le plus grand travail, le grand œuvre humain, c'est de se construire. Mais paradoxalement, pour se construire, pour construire un homme, il faut qu'il se déconstruise. C'est-à-dire, il faut qu'il déconstruise et qu'il détruise de son esprit toutes les idées préconçues, les préjugés qui ont forgé son attitude présente. Pour reconstruire, ou du moins et remplacer, en fait, tout cela, en fait, par des idées nouvelles, enrichissantes, etc. Et l'une de, euh, au-delà de ces idées, il y a des idées par lesquelles nous avons appris à nous définir, qui sont, comment dit-on, ce sont pas des idées qui crient dans notre esprit, mais qui sont juste là, d'accord, en sous-marin et qui tapissent juste notre inconscient, mais qui dictent notre façon d'évoluer. Pour certaines personnes, ça va avec ce sont des idées qui vont faire qu'ils vont pas avoir totalement confiance en eux. Pour d'autres, ce sont des idées qui vont faire qu'ils vont avoir une confiance absurde en eux-mêmes. C'est différent d'un individu à un autre. Mais l'idée est qu'il y a un ensemble de concepts qui parlent à travers lesquels nous nous identifions. Et le truc, c'est que ça, pour s'accepter tel que l'on est, il faut juste déjà accepter le fait que la façon dont nous sommes, ça suffit. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être plus que ce que je suis
pour réaliser ce que je veux. J'ai pas besoin de faire plus que ce que je fais. Je dis, j'ai pas besoin d'être. C'était la façon dont je suis. C'est comme si je te disais, tu es parfait tel que tu es. Mais la perfection, ce n'est pas le bon mot, en fait. C'est pour ça que je le dis, mais plus simplement à comprendre, pour certaines personnes le comprendraient plus aisément si je dis, tu es parfait tel que tu es. Il ne s'agit pas de ne pas changer, de changer rien, non, c'est pas dans cet état d'esprit-là. Il s'agit de, il n'y a rien à rajouter à toi pour que tu mérites ta place dans ce monde. Tu n'as pas besoin qu'on te rajoute quelque chose pour qu'on dise que tu es digne d'être un humain, que tu es digne d'être toi, que tu es digne d'avoir ta place dans ce monde. Le saint fait de ce que tu es suffit à ce monde. Et lorsque l'on apprend à intégrer le concept suivant lequel ce que nous sommes est assez, on va éventuellement arrêter de chercher à qu'on appelle donc, se donner de la valeur à travers des trucs extérieurs. C'est-à-dire que notre valeur est intrinsèquement liée à notre nature personnelle, à notre nature profonde, à la façon dont nous nous identifions. Et les choses que nous réalisons dans le monde deviennent juste témoins de cela. Ce ne sont pas à travers ces choses-là, justement, que nous devrions apprendre à identifier, pouvoir nous classer comme étant quelqu'un qui a de la valeur, ou quelqu'un qui n'en a pas. Ça me rappelle une vidéo que j'ai suivie de Gary Vaynerchuk. C'est un homme d'affaires américain. Donc, il est dans, disons-le, il est dans le monde des affaires, le monde de, il est dans beaucoup de choses, crypto-monnaie, garage, les, les figurines. Il est dans pas mal de choses. C'est un monsieur super intéressant. Il dirige une relativement grosse boîte à New York. Pas relativement, une vraie grosse boîte. Sa boîte vaut plus de 100 millions, 200 millions de dollars. Donc, c'est pas une petite boîte. Et une fois, il causait avec une dame. La dame lui demandait, en fait, euh, comment faire, je me rappelle plus exactement la question, mais c'était dans le style, comment faire pour être quelqu'un, pour être quelqu'un, quoi, dans ce monde, etc. Et il lui a dit qu'elle est déjà quelqu'un. Et de ne pas chercher plus loin, que lui, à 30, 33, 34 ans, c'était en ce moment il travaillait avec son père, donc c'est en ce moment qu'il a quitté son père. Bon, pas qu'il, c'est-à-dire, il s'est détaché de son père pour rentrer dans ses affaires personnelles, etc. Mais il n'était personne, enfin, quand il n'était personne, il n'était pas déjà connu, personne savait, il n'avait pas à monter son business, son empire financier. Mais il dit qu'à cette époque, il était déjà quelqu'un. C'est parce qu'il savait déjà qu'à cette époque, il était déjà quelqu'un, qu'aujourd'hui, au fait, le reste du monde voit qu'il est quelqu'un, non? De ne pas attendre les réalisations pour savoir qu'elle est quelqu'un, qu'elle est déjà quelqu'un là où elle est. Et que parce que lui savait déjà qu'il était quelqu'un, même s'il y avait rien qui prouvait qu'il était quelqu'un du point de vue du monde, lui, il le savait. Et cette conviction-là qu'il a maintenue, et évidemment avec les idées qui vont avec les idées que l'on y associe, et, et qui ont fait de lui, en fait, l'homme que les gens connaissent. Mais ça ne fait pas de lui qui il est, parce que il a toujours été quelqu'un. Sa propre perception de lui-même était telle. Et donc, il lui a redit à la dame qu'elle est déjà quelqu'un. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à faire pour que tu sois quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un. Et il faut juste l'accepter, au fait. Il y a pas un effort supplémentaire. L'accepter parce que justement, ouais, la majorité d'entre nous avions grandi dans des environnements où, pour nous, tant que tu n'as pas réalisé telle chose, tu n'es pas encore quelqu'un. Et donc, comme tu n'as pas encore réalisé ces choses, tu ne t'acceptes pas. Parce que tu ne peux pas accepter, généralement on n'accepte pas quelque chose qui n'est pas complet.
Et pour nous, avant de pouvoir s'accepter, il faut que nous fassions ces choses qui vont nous faire nous sentir complets. Et ensuite, on décidera de s'accepter. Mais le fait est que on a besoin de rien faire. Nous sommes déjà quelqu'un. Et donc, nous pouvons déjà nous accepter maintenant. Et ensuite, nous pouvons faire ce que nous voulons. Aussi simple que cela. Donc, sur cette note, je vais vous dire bonne soirée. Et bonsoir.